Wesh mon pote, c'est Castucef d'Ouvre ton Vroli. Lecture ce soir du chapitre Amour et haine dans le livre de Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation. Chapitre 6, Amour et haine. Dans aucun autre essai, je n'ai eu autant l'impression qu'ici d'exposer une chose universellement connue, d'user abondamment de l'encre et du papier, du travail des imprimeurs et des typographes, pour dire au fond des évidences. C'est pourquoi je saisis volontiers l'occasion d'avoir pu sembler indiquer que la reconnaissance d'un certain instinct d'agression autonome constitue une modification de la théorie psychanalytique des pulsions. Or, il apparaîtra qu'il n'en est rien, qu'il s'agit simplement de mieux comprendre un changement accompli depuis longtemps et d'observer ses conséquences. De tous les points de la théorie analytique qui ont connu un lent développement, la thèse des pulsions est celle qui a tâtonné le plus laborieusement. Mais elle était si indispensable à l'ensemble qu'il fallait absolument mettre quelque chose à sa place. Dans la perplexité totale des débuts, la formule du poète philosophe Schiller disant que la faim et l'amour font marcher le monde m'a fourni le premier indice. La faim pouvait représenter les pulsions d'autoconservation. Et l'amour tendait vers des objets. Sa principale fonction, diversement favorisée par la nature, est la conservation de l'espèce. Ainsi furent tout d'abord confrontées les pulsions du moi et les pulsions d'objets. Pour l'énergie de ces dernières, et uniquement pour elles, j'ai introduit le nom de libido, ce qui crée une opposition entre les pulsions du moi et les pulsions libidinales de l'amour tournées vers l'objet, au sens le plus large. Or, une de ces pulsions d'objet, la pulsion sadique, se distinguait en ce que son but n'avait rien de tendre. Elle était aussi à bien des égards clairement associée aux pulsions du moi et ne pouvait cacher sa propre parenté avec des pulsions d'emprise sans visée libidinale. Mais on n'a pas tenu compte de cette contradiction. Le sadisme appartenait visiblement à la vie sexuelle. Le jus cruel pouvait remplacer le tendre. La névrose apparaissait comme l'issue d'un conflit entre l'intérêt de l'autoconservation et les exigences de la libido. Un conflit qui a vu la victoire du moi, mais au prix de renoncement et de graves souffrances. Chaque analyste conviendra qu'aujourd'hui encore, cela ne ressemble plus à une erreur dépassée depuis longtemps. Mais un remaniement était indispensable lorsque notre investigation a progressé, passant du refoulé au refoulant, et des pulsions d'objets aux pulsions du moi. L'introduction du concept de narcissisme, la découverte du fait que le moi lui-même était pourvu de libido, voire qu'il en était le foyer primitif et restait dans une certaine mesure son quartier général, a été en cela décisive. Cette libido narcissique
surtout se tourne, cette libido narcissique se tourne vers les objets, se mue ainsi en libido objectale et peut se changer à nouveau pour reprendre sa forme initiale. Le concept de narcissisme a permis à l'analyse de comprendre non seulement la névrose traumatique, mais aussi d'affections, mais aussi bon nombre d'affections proches des psychoses et les psychoses elles-mêmes. Il n'a pas été nécessaire d'abandonner l'interprétation des névroses de transfert comme tentative de défense du moi contre la sexualité, mais le concept de libido s'est trouvé menacé. Comme les pulsions du moi étaient aussi libidinales, il sembla pendant un certain temps inévitable d'assimiler complètement la libido à l'énergie pulsionnelle, comme Carl Gustav Jung avait déjà voulu le faire. Mais il restait quelque chose, une certitude encore trop peu fondée, qui voulait que les pulsions ne soient pas toutes du même ordre. Le pas suivant, je l'ai franchi dans au-delà du principe de plaisir. En découvrant la compulsion de répétition et la nature conservatrice de la vie pulsionnelle. En partant de spéculations sur le début de la vie et de parallèles biologiques, j'en ai déduit qu'outre la pulsion tendant à conserver la substance vivante et à la rassembler dans des unités toujours plus grandes, il devait exister une pulsion contraire, visant à dissoudre ces unités pour les ramener à l'état inorganique initial. Donc en dehors de l'éros, une pulsion de mort. Leur action opposée ou conjuguée permettant d'expliquer les phénomènes de la vie. Or, il ne fut pas facile de mettre en évidence l'action de cette pulsion après sa découverte, contrairement aux expressions de l'éros, assez bruyantes et spectaculaires. On pouvait certes présumer que la pulsion de mort venait du cœur de l'organisme à la dissolution duquel elle travaillait, mais ça n'était naturellement pas une preuve. Une percée fut donnée par l'idée qu'une partie de la pulsion se tournait contre le monde extérieur pour y apparaître comme une pulsion agressive et destructrice. La pulsion était donc mise de force au service de l'éros, l'être vivant détruisant une autre entité, animée ou inanimée, au lieu de son propre soi. Inversement, la limitation de cette agression vers l'extérieur devait augmenter l'autodestruction, laquelle était toujours d'ailleurs à l'œuvre. En même temps, on pouvait déduire de cet exemple que les deux formes pulsionnelles se présentent rarement, et peut-être jamais, isolées l'une de l'autre, mais se mêlent au contraire dans des alliages différents et constamment changeants, ce qui les rend méconnaissables à notre jugement. Dans le sadisme, longtemps connu comme une pulsion sexuelle partielle, se trouverait cet alliage particulièrement fort de l'instinct de vie avec la pulsion de mort, tout comme sa contrepartie, le masochisme, comprendrait une alliance de la sexualité avec la destruction tournée vers l'intérieur par laquelle la tendance ailleurs imperceptible devient même remarquable et sensible. Dans le sadisme, longtemps connu comme une pulsion sexuelle partielle, se trouverait cet alliage particulièrement fort de l'instinct de vie avec la pulsion de mort,
tout comme sa contrepartie, le masochisme, comprendrait une alliance de la sexualité avec la destruction tournée vers l'intérieur, par laquelle la tendance ailleurs imperceptible devient même remarquable et sensible. L'hypothèse de la pulsion de mort ou de destruction s'est heurtée à une résistance, même dans les cercles analytiques. Je sais que l'on préfère souvent attribuer tout ce que l'on trouve dangereux et hostile dans l'amour à une bipolarité originelle de sa propre nature. Moi-même, je n'avais soutenu au départ qu'à titre expérimental les conceptions développées ici. Mais au fil du temps, elles ont acquis un tel empire sur moi que je ne peux plus voir les choses autrement. J'entends par là que sur le plan théorique, elles sont incomparablement plus utiles que les autres, en ce qu'elles offrent cette simplification sans lacune ni violence que nous recherchons dans le travail scientifique. J'admets que dans le sadisme comme dans le masochisme, nous avons toujours vu les expressions fortement teintées d'érotisme de la pulsion de destruction tournée vers l'extérieur et vers l'intérieur. Mais je ne comprends plus comment nous avons pu ne pas remarquer l'ubiquité de l'agressivité et de la pulsion destructrice non érotique pour leur attribuer la place qui leur revient dans l'interprétation de la vie. Il est vrai que la manie destructrice tournée vers l'intérieur échappe le plus souvent à la perception lorsqu'elle n'est pas teintée d'érotisme. Je me rappelle ma propre réaction de défense quand l'idée de la pulsion destructive est apparue dans la littérature psychanalytique et combien il m'a fallu de temps pour l'accepter. Le fait que d'autres aient montré et manifestent encore le même rejet nous surprend moins. À l'instar des enfants, ils n'aiment pas entendre que l'homme présente une tendance innée au mal, à l'agression, à la destruction, donc aussi à la cruauté. Comme Dieu les a créés à l'image de sa perfection céleste, ils ne veulent pas qu'on leur rappelle combien il est difficile de concilier, malgré les affirmations de la chrétienne science, l'existence indéniable du mal avec sa toute-puissance ou son infinie bonté. Le diable serait par sa nature même la meilleure excuse de Dieu, car il endosserait, pour le disculper, le même rôle économique que le juif dans l'idéal arien. Et pourtant, malgré ça, on peut quand même demander raison à Dieu autant de l'existence du diable que celle du mal qu'il incarne. Vu ces difficultés, il vaut mieux conseiller à tous de s'incliner très bas devant la nature profondément morale de l'homme. Cela leur procurera la faveur générale, et pour cela, il leur sera beaucoup pardonné. Le terme de libido peut être aussi appliqué aux manifestations énergétiques de l'éros pour dissocier celle-ci de l'énergie de la pulsion de mort. Or, nous devons admettre que nous avons bien plus de mal à saisir cette dernière, car nous ne l'apercevons en quelque sorte comme un reliquat caché derrière l'éros, et qu'elle nous échappe lorsqu'elle n'est pas trahie par son alliance avec lui.
C'est dans le sadisme, où la pulsion de mort détourne à ses fins l'objectif érotique, mais en satisfaisant quand même pleinement la tendance sexuelle, que nous pouvons discerner le plus clairement sa nature et son rapport avec l'éros. Mais aussi quand elle se manifeste sans but sexuel, mais aussi quand elle se manifeste sans but sexuel, même dans la rage destructrice la plus aveugle, sa satisfaction est indéniablement liée à une vive jouissance narcissique, en ce qu'elle montre au moi la réalisation, en ce qu'elle montre, dans la mesure où elle montre au moi, en ce qu'elle montre au moi la réalisation de ses vieux désirs de toute puissance. Maîtrisée et modérée, en quelque sorte détournée de son but, la pulsion destructrice tournée vers les objets doit apporter au moi la satisfaction de ses besoins vitaux et la domination de la nature. Comme l'hypothèse de son existence repose comme l'hypothèse de son existence repose beaucoup sur des raisons théoriques, il nous faut reconnaître qu'elle n'est pas non plus entièrement à l'abri des objections de cet ordre. Mais c'est ainsi qu'elle nous apparaît aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances. La recherche et la réflexion future apporteront sûrement là-dessus la clarté décisive. Dans tout ce qui va suivre, je souscrirai par conséquent au point de vue que l'agressivité est une tendance pulsionnelle primitive et autonome de l'homme, et je reviendrai sur le fait que la civilisation trouve en elle son plus grand obstacle. À un moment donné de notre étude, s'est imposée à nous l'idée que la civilisation sera un processus particulier qui dépasse l'humanité. Et cette idée continue à nous dominer. Nous ajoutons que ce processus sera au service de l'éros, qui tend à rassembler les individus isolés, les familles, les tribus, les peuples et les nations dans une grande unité. Pourquoi il devrait en être ainsi, nous ne le savons pas. Ce sera précisément l'œuvre de l'éros. Il est indispensable que ces groupes humains soient associés par un lien libidinal. La seule nécessité, les avantages de la communauté de travail ne suffisent pas à assurer leur cohésion. Mais l'agressivité naturelle des humains, l'hostilité d'un contre tous et de tous contre un, s'oppose à ce programme de la civilisation. Cette agressivité est la fille et le représentant majeur de la pulsion de mort, que nous avons trouvé à côté de l'éros et qui partage avec lui la domination du monde. À présent, à mes yeux, le sens de l'évolution de la civilisation nous est devenu clair. Celle-ci doit nous montrer le combat entre l'éros et la mort, entre la pulsion de vie et la pulsion de destruction, tel qu'il s'accomplit dans l'espèce humaine. En somme, ce conflit est le fond essentiel de l'existence. Et pour cela, l'évolution de la civilisation peut bien être qualifiée de combat de l'être humain pour la vie. Et nous nourrices voudraient apaiser cette lutte colossale en chantant des berceuses.